Merci à vous d'avoir consacré un peu de temps. On a 1 heure à peu près, hein, parce que j'ai d'autres auditions qui suivent. Normalement, c'est une mission d'information, donc contrôlant l'exécutif, composée de 18 parlementaires. Bon, les situations de temps ou de certaines circonstances font qu'on est rarement 18. Je suis président et rapporteur et j'ai un co-rapporteur qui est Pierre Morel-Alussier, mais qui aujourd'hui, hier, ne pouvait pas être là. Hein. La mission porte sur les fichiers des forces de sécurité ou des fichiers utilisés par les forces de sécurité. On s'entend bien sur le fait qu'il s'agit autant des fichiers gérés par les forces de sécurité elles-mêmes, et quand on parle de forces de sécurité, c'est bien évidemment au sens large du terme, en intégrant un fichier de renseignement, d'action de police et autres, et les fichiers auxquels les forces de sécurité peuvent avoir accès, notamment administratifs de toute nature. Sauf erreur, vous avez dû recevoir un questionnaire indicatif. Voilà, donc ce que je vous propose, si vous le voulez bien, c'est de vous laisser la parole plutôt dans le cadre du questionnaire indicatif, en acceptant que je vous interrompe régulièrement si le besoin s'en fait sentir. Et puis, encore une fois, on a 1 heure à peu près. Je vous précise, si ce n'est pas clair dans l'esprit, que cette audition est filmée et publique. Raison par laquelle vous êtes un peu en randonnion, là, pardonnez-moi, mais c'est parce que c'est plus facile pour l'enregistrement. Merci. Je n'ai pas vocation à donner la parole. Vous la prenez quand vous souhaitez et comme vous le souhaitez. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les députés, tout d'abord, merci de votre invitation et consultation sur ce sujet qui intéresse au premier chef les libertés individuelles et donc la profession d'avocat dont nous sommes. Ce sujet s'inscrit dans plusieurs axes, l'impératif de sécurité nationale, le développement des technologies, l'évolution de la nature des données et également l'évolution des modalités de leur exploitation. L'État et le législateur sont tenus par des impératifs et des intérêts qui peuvent sembler divergents. D'une part, la protection du citoyen contre des menaces extérieures, et d'autre part, de prévenir et d'assurer les garanties de ce même citoyen face à une menace de l'arbitraire des services de sécurité qui œuvreraient pour ce même intérêt de sécurité nationale. Le point de convergence entre ces intérêts est évidemment résolu par la mise en place d'un système juridique cohérent et rigoureux. Tout cela s'inscrit dans un contexte de reconnaissance nouveau des droits du citoyen en la matière et une forte évolution de celui-ci, et également, parallèlement, à une responsabilisation des acteurs en charge de ces données et différents fichiers. J'ajoute également une remarque générale qui est que vous nous avez interrogé à plusieurs reprises dans le cadre d'un questionnaire indicatif pour préparer cette audition, sur la vision par la profession d'un certain nombre de fonctionnements. Je tiens à souligner à titre liminaire le fait que nous, avocats, avons connaissance de cette matière de par les textes, et ce n'est pas tout, par notre pratique lorsque nous avons à défendre nos clients après des procès ou mises en cause pour obtenir l'effacement de ces inscriptions. Mais c'est là le seul angle de vision que nous ayons sur ces mêmes fichiers. C'est un processus fréquent, les requêtes en effacement de la part des avocats en général. Non. S'agissant de tous les fichiers, peut-être principalement celui du TAJ qui en comprend le plus, mais est-ce que c'est fréquent ça ou pas ? Non, c'est pas si fréquent. On a d'une part un défaut d'information du justiciable, d'autre part des recours assez peu fréquents. Alors, je n'ai pas connaissance à titre personnel du nombre des statistiques, mais c'est pas des procédures extrêmement courantes. Et je dirais que sur la vision judiciaire que nous en avons, c'est le seul angle, alors qu'il existe bien d'autres angle, je vise ici toutes les inscriptions en amont, nous n'avons pas de contrôle, alors de l'existence de ces fichiers, oui, de la façon dont ils sont utilisés, suivis, nous n'avons ce regard que par les rapports qui en sont faits, notamment par la CNIL. Je peux continuer à vous interrompre,
pour que ce soit plus dynamique. C'est une question, c'est-à-dire pour l'instant l'effacement, il y est procédé par deux biais, par celui des procureurs de la République dans le cadre de leurs ressorts territoriaux respectifs et par celui du magistrat référent, procureur général honoraire en charge de cette situation-là. Donc c'est, à son niveau 600 et au niveau des parquets, j'en sais rien, on n'a pas fait un calcul, mais c'est un nombre relativement limité par rapport au nombre de fiches. La question c'est, une des questions en tout cas, c'est comment vous, avocat, avez-vous connaissance de l'existence d'une fiche d'un de vos clients, TAJ ou autre, et est-ce que ce processus vous paraît suffisamment clair, suffisamment objectivé pour pouvoir vous permettre d'intervenir? Après, je ne rentre pas dans les motifs de l'effacement, mais simplement la connaissance qui pourrait être la vôtre de savoir qu'une fiche existe sur l'un ou l'autre de vos clients ou une personne qui rencontre. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, il faut que voilà. Au moins avocat. Le constat qu'on peut faire pour répondre à votre question, c'est qu'il n'y a pas d'information qui est adressée aux avocats des personnes qui sont poursuivies ou qui sont mises en cause, alors même que notre présence peut être connue par les services du parquet, par exemple. Et en règle générale, pour répondre de façon très concrète à votre question, ce sont à l'occasion de litiges qui viendraient à naître parce qu'un individu ne pourrait pas pénétrer dans une enceinte portuaire, aéroportuaire, ou voudrait travailler dans les métiers de la sécurité, par exemple, avec une réponse défavorable du CNAPS, que l'on vient vous informer et que l'on vient vous saisir de la difficulté. Là, je parle surtout, évidemment, du TAJ. Je partageais cette information avec ma consoeur et mes confrères. J'ai été saisi en juillet d'une demande d'un jeune homme, plus exactement de sa maman, mais même s'il est adulte, qui, pour des faits datant de 2013, il est pris dans une rixe. Il est mis hors de cause, mais on a trouvé un point américain dans son sac à dos qu'il n'a pas utilisé. Il y a un classement. Il n'en entend plus parler. Et en 2000, donc, le procureur aurait dû procéder à l'effacement de cette mention. Ça n'a pas été fait. Il fait une demande pour un agrément auprès du CNAPS pour postuler un métier dans la sécurité. Le CNAPS refuse. Un recours est formé auprès du CNAF qui finalement lui donne un agrément, mais je vais saisir le procureur de la République. Et le procureur de la République, sans motif valable, ne donne pas suite à cette demande d'effacement. Et le recours qui nous est offert, nous sommes en 2018, pas de secret vis-à-vis de la commission, je n'ai pas cité le nom de la personne, évidemment. J'ai saisi le 8 août 2018 la chambre de l'instruction pour former ce recours. Et donc, on est en 2013, nous sommes en 2018, avec une décision qui sera rendue dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, je n'en sais strictement rien. C'est un peu compliqué. Et donc, on pourrait imaginer, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, qu'il y ait une information qui soit donnée aux citoyens et citoyennes concernés, et libre à eux de saisir ou non un conseil pour... Ça, c'est un souhait de votre part, clairement, oui. L'information de l'existence dans un fichier. Par quel biais? Écoutez, si on a un magistrat référent qui est le procureur général que vous citez, ça pourrait être par les services du parquet général qui pourrait adresser une notification aux citoyens, une information aux citoyens indiqués. C'est une piste, mais il y en a peut-être. Je voulais recueillir votre avis. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, l'effacement est de droit, sauf décision inverse du parquet, dès lors qu'on est face à une décision qui est définitive. Il n'est pas de droit, sauf décision inverse du parquet, quand on est face à une décision qui, elle, est encore une décision provisoire, comme un classement sans suite.
Est-ce que ça évoque des observations de votre part? Sous le contrôle de mes confrères, il est assez paradoxal que l'on puisse opposer à un citoyen et une citoyenne de ce pays le fait d'avoir, par exemple, dans une décision qui serait provisoire comme un classement sans suite, le fait qu'on maintienne cet élément d'information dans un fichier. Et moi, je trouve cela choquant. Je rappelle que tout ça s'inscrit dans un principe qui est celui de la présomption d'innocence, qui a valeur constitutionnelle. Donc tout ça me semble un peu curieux. Évidemment que l'on comprend bien l'inflation de ces fichiers, on va certainement en parler, la nécessité de leur interconnexion pour permettre à nos services de sécurité et à la police et à la gendarmerie de travailler efficacement, mais en retour, on doit avoir un accès, une information plus ouverte, un contrôle de la CNIL qui serait un contrôle plus efficient, mais là je m'égare, il y en a d'autres qui vont s'exprimer sur le sujet. Mais pour répondre à votre question, Monsieur le Président, face à une décision de classement sans suite, qui est donc une décision qui n'est pas définitive, mais qui donne une orientation, il est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas quasiment une automaticité du retrait qui s'imposerait au service du procureur de la République. Là, je ne faisais référence qu'au TAJ, oui. Et il y a, comme vous le dites, de multiples autres fichiers. Donc, on reprend une question plus ouverte. Voilà. Excusez-moi. Donc moi j'interviens, je présente Stéphane Cohen, je suis délégué de la conférence des bâtonniers. On m'a indiqué que j'étais du barreau de Paris. Je suis donc en tant qu'ancien bâtonnier et d'ailleurs de la Seine-Saint-Denis, et avec une certaine sensibilité sur ce genre de difficultés. Mais j'interviens au nom de la conférence des bâtonniers, je tenais à le préciser. Le sentiment de la profession, c'est tout de même qu'on nous interroge sur quelque chose qu'effectivement nous n'avons jamais vu, dont nous avons entendu parler et que nous voyons à travers les textes. Je répète cela. Alors, la deuxième chose, c'est que tout de même, le sentiment également que nous avons, c'est que finalement, face à la nébuleuse des fichiers et des recoupements, l'impression est que, au fond, plus personne ne contrôle un système relativement infernal et qu'il y a, à part un autocontrôle avec un suivi éventuel des personnes qui doivent faire une recherche sur un individu dans le cadre d'un fichier ou d'un autre avec des recoupements, notamment en matière administrative, il n'y a aucune possibilité de contrôle externe. Et il nous semble que si, en effet, d'une manière pragmatique, il est bien nécessaire que les autorités de police et judiciaires aient accès à des informations et des données, il nous paraît quand même que tout de même c'est tout à fait contradictoire. L'objectif qui est celui donc d'une recherche dans le cadre d'enquête, etc., et d'une recherche de sécurité publique, ça nous paraît un objectif totalement contradictoire, évidemment, avec les libertés publiques. Alors comment concilier cette carpe et ce lapin, si ce n'est que, en réalité, on peut prévoir tous les textes possibles, il en existe déjà, il existe, il y a le 78, il y a le code de procédure pénale, toutes sortes de textes qui réglementent déjà les choses, qui sont tout à fait insuffisants d'ailleurs par rapport à la découverte, parce que quand on se penche sur cette nébuleuse de fichiers, c'est presque effrayant de voir le nombre de fichiers qui existent en réalité. On a vraiment le sentiment qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion et que de ce fait, il faut de toute urgence légiférer pour encadrer tout cela, mais ça ne suffit pas de légiférer, parce que si personne ne vérifie et ne contrôle l'application de la loi, donc si personne ne vérifie que les fichiers sont mis à jour, que les personnes qui ne doivent pas figurer sur ces fichiers, qui y sont par hasard, que ces fichiers sont truffés d'erreurs, qui ne sont jamais corrigés, avec des homonymies, avec toutes sortes d'erreurs possibles, si sur ces fichiers des personnes qui n'ont pas raison d'être sans qu'on leur demande leur avis comme des victimes et qui subsistent et qui auraient droit non pas à l'oubli, mais le droit simplement d'être effacés parce qu'ils n'ont pas envie d'être sur ces fichiers. Si personne ne vérifie comment dirais-je, que ceux qui n'ont pas vocation à y être, et vous parliez mon frère vous dit, moi je suis très choqué que des gens qui font l'objet d'un classement sans suite soient fichés tout simplement parce que, oui, il y a la présomption d'innocence, 2, il ignore qu'il est fiché alors qu'il sait qu'il n'a jamais été condamné et qu'on nous dit que c'est une décision provisoire, enfin un provisoire qui dure, excusez-moi. Donc si vous voulez, tout ça est extrêmement
extrêmement préoccupant pour la profession. Nous vous remercions infiniment de votre étude et votre questionnement, et nous vous remercions de nous interroger à ce sujet. Nous sommes extrêmement sensibles. Si vous permettez, j'aimerais que vous soyez collectivement ou individuellement plus clair dans vos préoccupations. Pourquoi? Parce que on a, en France comme ailleurs, mais en France en particulier, un encadrement quand même assez strict des fichiers. C'est bien sûr la loi de 78, c'est la jurisprudence constante et multiple du Conseil constitutionnel, Conseil d'État et ainsi de suite, des juridictions en général. C'est bien sûr la loi de juin 2018 qui transpose le RGPD dans notre droit français, qui ouvre des droits nouveaux. C'est l'intervention constante de la CNIL, c'est les dispositifs d'autocontrôle. Alors peut-être c'est vrai que les avocats, vous n'êtes pas par nature partie prenante de ces systèmes-là, mais ils existent pour autant. C'est pas parce que vous n'êtes pas dedans qu'ils n'existent pas, notamment les règles absolues de traçabilité et ainsi de suite. Alors, loin de moi l'idée, déjà je suis pas là pour vous convaincre évidemment, mais plus pour vous entendre et comprendre les préoccupations qui peuvent être les vôtres, mais comment dire, nous avons ces systèmes existants, même si vous avez raison. La notion de fichier repose sur un équilibre absolu qui doit être celui de la liberté individuelle, la protection de la liberté individuelle et l'opérationnalité des services de police auxquels nous sommes tous attachés évidemment. Donc ce que je voudrais juste comprendre, c'est pour vous, quelle est la difficulté? Est-ce que c'est un problème qui est lié au mode de gestion des fichiers eux-mêmes, notamment je pense aux questions de traçabilité, au fait que les fichiers ne doivent pas être dévoyés, où là on a des réponses qui sont des réponses liées à comment dire, à l'habilitation spécifique de chaque fonctionnaire de police, de gendarmerie ou de sécurité en général, qui ne peut pas faire tout et n'importe quoi, dans des conditions qui doivent être évidemment contrôlées, le cas échéant sanctionné par l'IGPN, par exemple, qui sanctionne assez régulièrement ces dévoiements. Donc est-ce que c'est les modes d'utilisation des fichiers? Est-ce que c'est les problèmes de connexion? Est-ce que ce sont plutôt les problèmes d'appurement et de mise à jour régulier des fichiers? Est-ce que c'est plutôt l'accès aux droits qui consiste à permettre à tout individu de savoir s'il est dans un fichier et d'obtenir la rectification? Je suis volontairement un peu long pour vous montrer qu'il y a différentes branches au problème. Quels sont ceux qui, pour vous, constituent difficulté, en fait, concrètement? Peut-être de préciser un petit peu nos réponses collectives, Monsieur le Président. Si nous avons des textes, c'est bien d'en avoir, peut-être qu'on a même trop de textes, puisque aujourd'hui... Trop de fichiers, trop de textes. Oui, trop de fichiers, trop de textes. On se retrouve pour réglementer la matière qui nous occupe cet après-midi avec la loi de 78, avec le RGPD, qui est au-dessus de la loi de 78, avec le texte qui a transposé la directive, qui est intégrée aujourd'hui dans la loi de 78, dans les articles 70 et suite, avec une cohérence de ces textes-là entre eux, dont on pourrait discuter dans les facultés de droit. C'est bien d'avoir des textes, mais en réalité, ce qui est plus intéressant pour les justiciables, c'est de savoir concrètement quels sont les droits dont ils sont investis. Et en tant qu'avocat, qu'est-ce qu'on voit? Comment, nous, ces textes-là, ils se traduisent en conséquences directes pour un justiciable? Je ne vais pas refaire l'exemple de mon confrère Emmanuel Daoud, mais c'est une personne qui va devoir aller voir un avocat, qui va devoir entamer des démarches avec un espoir assez faible, au bout de plusieurs mois, voire plusieurs années, d'avoir une surpression d'une inscription dans un fichier qui lui nuit de manière immédiate et quotidienne. Vous êtes toujours sur le thème de comment je peux me sortir du fichier. C'est ça votre préoccupation première. Et à un moment donné, on est confronté à ce fichier dans sa vie quotidienne et on ne savait même pas qu'il existait. On découvre qu'on a un impact là, dans l'espèce pour trouver un emploi. Et la seule autre manière, quand on est côté justiciable, d'avoir un peu une vue sur ce qui se passe dans ces fichiers, c'est par le biais indirect de la CNIL. Il n'y en a pas d'autre. C'est soit le pouvoir dont on est investi par l'article 230-8 du Code de procédure pénale, soit la CNIL. Par la CNIL ou conformément à la toute dernière loi votée par interrogation directe. Mais ce n'est pas encore rentré dans les mœurs, clairement, bien sûr. Il y a quand même aussi beaucoup de choses qui aujourd'hui
sont un peu imprécises et floues sur cette question. Donc, il me semble que dans ce cadre-là, la CNIL est une cheville ouvrière indispensable du contrôle de ces fichiers. Évidemment, on peut comprendre très simplement que pour des raisons d'efficacité et on ne puisse pas ouvrir un droit d'accès à n'importe qui à ces fichiers-là. Donc l'intermédiation de la CNIL est nécessaire, certainement indispensable. Et je dois même dire que là, la CNIL retrouve même sa raison d'être et sa ratio legis. Parce que la CNIL contrôle les entreprises de droit privé, au regard des enjeux dont on discute aujourd'hui, de liberté publique, on est sur des terrains qui sont autrement plus importants au regard des missions de la CNIL que savoir qu'une telle société a fait un mailing publicitaire en utilisant des adresses mail récupérées sur Internet. Enfin, il y a quand même des enjeux de société qui ne sont pas les mêmes. Donc, il nous semble que la CNIL est pleinement dans son rôle, et devrait être dans son rôle et dans sa mission, que d'exercer un contrôle, mais pas sporadique et pas intermittent, mais structurant, et structurel et régulier sur ce type de fichier, et en rendre compte, évidemment, à l'opinion publique. Vous nous interrogiez, Monsieur le Président, sur des aspects très concrets de notre problématique. Le premier, c'est que, pour reprendre une analogie, la CEDH a reconnu le droit au procès équitable, mais plus encore, a consacré le droit à une apparence de procès équitable. Si je peux me permettre, je dirais qu'il faut un fichage équitable, mais également une apparence d'équité dans ce fichage. Et cela ne peut être apporté que par un accès contrôlé, proportionné, par l'introduction, par un renforcement des moyens de la CNIL, avec pourquoi pas un service dédié à la supervision de ces fichiers et du contrôle de ces fichiers, avec, c'est encore une suggestion, l'apport de personnalités qualifiées, voire de l'ordre des avocats. Le Conseil national des barreaux que je représente est à la disposition pour communiquer avec l'ensemble de la profession sur cet intérêt, bien évidemment, dont la profession est particulièrement vigilante. J'ai également un sujet très concret, c'est la problématique de l'interconnexion des fichiers. Je dirais que la double question qui se pose, c'est le fondement juridique des fichiers d'une part, leur fonctionnement, mais aussi la permanence, l'étendue du contrôle sur ces fichiers et la visibilité sur le fonctionnement et l'accès à ces fichiers. Le fonctionnement des fichiers et l'accès aux fichiers et l'information qui doit être donnée. Alors sur l'interconnexion, les services d'enquête, de sécurité ont nécessairement, logiquement, un besoin d'accès à de plus en plus d'informations. Mais on ne peut pas accepter le principe d'un accès de droit sans contrôle, ou en tout cas, et surtout, sans contrôle, en amont. Une autorisation avec auprès d'une autorité, un magistrat dédié, pourquoi pas, mais en tout cas un magistrat, une autorité qui en amont autoriserait l'accès à cette interconnexion. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des différents rapports qui ont été faits, qu'il s'agisse de la CNIL ou d'autorités extérieures, il est mis en évidence l'absence parfois de mise à jour de ces mêmes fichiers. Les interconnexions qui seraient susceptibles d'être faites, dès lors qu'elles seraient entachées d'erreurs, arriveraient à des exploitations qui elles-mêmes seraient entachées d'erreurs. Et la mise en place d'un contrôle en amont permettrait aussi, nous parlons pour notre profession et les justiciables, de permettre à l'intéressé de vérifier la traçabilité de sa mise en cause, le cas échéant, ultérieurement. Donc en matière d'interconnexion des fichiers, c'est une question qui est véritablement cruciale, parce que là encore, dans le contexte actuel de nécessité de sécurité, on comprend bien le besoin, mais il ne faut pas que ce droit d'accès soit systématique et non contrôlé. Oui, merci de votre réponse, maître.
Le problème de l'interconnexion, c'est que on parle de choses qui peuvent recouvrir des notions assez différentes. Il y a des interconnexions automatiques parce qu'il y a des vérifications automatiques et il y a des interconnexions qui peuvent ne pas l'être et qui effectivement supposent la légitimité de l'utilisateur d'un fichier pour être présent dans un autre fichier, qui est un problème en soi. Néanmoins, pour revenir dans le caractère concret des choses, est-ce que vous avez des exemples de fichiers sur lesquels l'interconnexion peut vous poser problème? Est-ce que vous avez ce niveau de pénétration du système, entre guillemets, ou pas réellement? Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà des fichiers qui sont interconnectés. Par exemple, au plan européen, il y a le SIS, le système d'information Schengen, qui est interconnecté en France avec un certain nombre d'autres fichiers. Je vais vous en donner deux exemples. Le FPR, le fichier des personnes recherchées, ou le FAUV, qui est le fichier des véhicules volés. Bon, celui-là, il est relativement naturel, c'est-à-dire quand vous êtes dans le système Schengen, on sait si vous êtes recherché ou pas. Ce sont des interconnexions qui sont automatiques, qui ne supposent pas l'intervention de qui que ce soit. Et puis après, il y a des interconnexions qui sont pas encore complètement en place et qui se heurtent, comme vous l'avez souligné, finalement, à des problèmes comme obtenir l'objectif d'opérationnalité tout en veillant à ce que le respect de l'ensemble de la législation en la matière soit fait. Il y a un problème d'interconnexion, on parlait du TAJ, avec le FAED et le FNAEG. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Non. FAED, c'est le fichier des empreintes digitales, et le FNAEG, le fichier des empreintes génétiques, qui sont soumis à des législations particulières, y compris en termes de préservation des données, de durée de préservation des données. D'ailleurs, à cet égard, il y a eu un arrêt de la Cour européenne, vous y faisiez référence, un arrêt Ayager qui a posé quelques difficultés. Est-ce que sur ces questions-là, vous avez un regard particulier, sans rentrer trop dans la technique, hein, mais est-ce que vous avez une crainte générale sur les interconnexions? Je comprends bien, mais si j'ai bien compris votre explication, c'est plutôt parce que le TAJ, c'est Judex et le STIC qui se sont réunis ensemble. Judex et le STIC n'étaient sans doute pas parfaits au départ, et peut-être a-t-on répercuter dans le TAJ des imperfections des deux fichiers précédents. Donc ça, c'est un objectif connu sur lequel les services de police, de gendarmerie et autres travaillent, et les gestionnaires. Mais en dehors de ces questions-là, est-ce que vous avez des points précis? C'est vrai que c'est un débat difficile parce qu'il faut connaître un peu les mécaniques, mais c'est important de savoir quelle est votre appréhension, vous, en tant que professionnel du droit. Alors, on fait preuve peut-être d'angélisme, mais votre mission, elle est très importante puisque vous êtes là pour contrôler l'action des services de l'État. Quand on fait du droit pénal et que l'on est confronté à des personnes qui sont suspectées de faits de terrorisme, on s'aperçoit là que les renseignements qui peuvent être collectés, l'interconnexion entre certaines données, le data mining, la façon, le recueil des métadonnées peuvent donner lieu à des dérives, dont parfois se font l'écho sous la foi du palais les magistrats. Quelles sont nos capacités d'action? Quelles sont nos capacités de contrôle? Alors même que pour certains de ces fichiers, je crois qu'il y en a 17, fichiers dits de renseignement, le Conseil d'État, après avoir recueilli l'avis consultatif de la CNIL, peut se dispenser de l'émission d'un arrêté. Je ne fais pas le procès des services de renseignement, je serais caricatural et stupide. Je dis simplement que, compte tenu d'une forme d'hystérie collective s'agissant des notions de sécurité et de la lutte contre le terrorisme, là, il y a une zone d'ombre, il y a une forme d'opacité qui mériterait d'être un peu plus cernée. Et nous avons repris, certains éléments qui, d'ailleurs, je ne sais pas si c'était sous l'égide d'une commission d'enquête à laquelle vous participiez, Monsieur le Président, mais s'agissant du fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation du caractère terroriste. De la radicalisation. Le FSPRT. Voilà. D'accord. Commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme. Et le Conseil de la fonction militaire de la gendarmerie a reconnu devant votre commission d'enquête
alors que ces données devaient être conservées pendant 5 ans, que de toute façon, ces informations, je cite, n'étaient pas perdues ensuite. Ça veut dire quoi? Oui. Cela veut dire quoi? Alors peut-être, je remercie le conseil d'avoir été aussi transparent et aussi franc, mais devant une commission d'enquête, on vient reconnaître, alors même qu'il y a une durée de conservation qui est prévue, qu'on ne fera pas l'économie de les conserver parce que ça peut toujours servir. Et j'allais dire, vous êtes là, nous sommes là pour répondre à vos questions. Je ne veux pas inverser et renverser les rôles, mais que fait la représentation nationale pour s'assurer que les services de renseignement respectent la règle du jeu légale, la règle du jeu réglementaire, sans même parler de ces fichiers qui sont dispensés de l'émission d'un arrêté. C'est pas une vision polémique des choses, c'est simplement que l'on voit qu'il y a encore un peu de travail. Il ne s'agit pas d'une commission d'enquête là, mais d'une Oui. mission On a d'information bien compris. un peu différente, et dont le rôle est précisément d'opérer le contrôle de l'exécutif en la matière. C'est un rôle du Parlement, c'est un des rôles centraux du Parlement et qui le joue pleinement. Puisque vous avez abordé vous-même le FSPRT, j'y joindrai volontiers une extraction du fichier des personnes recherchées qui sont les fiches S. Est-ce que vous avez en tant qu'avocat, un regard particulier sur ces questions, des points de satisfaction ou d'insatisfaction? Moi, je ne vais pas forcément dans un sens. Est-ce que c'est un thème en soi qui évoque des observations de votre part? Je fais que reprendre les observations de Maître Daoud. C'est vrai qu'il y a sans doute une inflation de fichiers, mais liée aux circonstances du temps. Elle n'arrive pas comme ça n'importe où. Et le FSPRT, s'agissant des personnes radicalisées, ou les fiches S, qui sont les fiches de sécurité intérieure du FPR, sont régulièrement citées comme une interrogation. Sous le contrôle encore de mes confrères, on sait que ces fiches S ont suscité des interrogations. La collecte des infos, leur exploitation ont donné lieu à de nombreuses polémiques. Je constate que votre collègue, je crois que c'était en juin 2018, le sénateur Jean-Pierre Sueur, a pu dire de façon publique que certains des terroristes qui ont agi n'étaient pas fichés S. Et alors, il a dit quelque chose de fantastique, qui relève à quel point la présomption d'innocence est respectée dans ce pays, tandis que d'autres sont fichés et ne sont jamais passés à l'acte. Tandis que d'autres, j'imagine des terroristes, sont fichés et ne sont pas passés à l'acte. Alors, la question qui se pose, c'est celle de savoir quels sont les critères d'évaluation. Ces critères d'évaluation, il y en a 16, je crois, et là encore, faut-il réduire ces critères et surtout les rendre plus transparents? Faut-il, pour éviter toute polémique, qu'il y ait des personnes autorisées, habilitées, y compris pourquoi pas des avocats qui soient là pour, en amont, essayer de contrôler comment l'on peut attribuer cette fiche à un individu, mais là en l'occurrence, l'exploitation de ces fichiers S n'est pas satisfaisante, de la même façon que se pose la question de savoir, c'est je crois dans votre questionnaire, est-ce que oui ou non il faut qu'on communique ce type d'information entre les deux fichiers que vous avez cités aux maires? Est-ce que les maires sont tenus à une obligation de confidentialité absolue aujourd'hui dans la loi? Quel est votre sentiment sur la question? Le sentiment, c'est qu'ils n'ont pas tenu une obligation de confidentialité, que ce serait une très mauvaise idée, et que, alors là, mais ça n'engage que moi, il y a, et je ne veux pas faire, j'ai beaucoup de respect pour les maires, mais ils travaillent ou ils ont un mandat électif sur un territoire donné. Et ce territoire, il peut être extrêmement réduit. Et tout le monde se connaît. Je ne veux pas dire que le maire est l'obligé de qui que ce soit, mais imaginez qu'un maire détenteur de cette information sur un territoire relativement circonscrit et limité géographiquement pourrait conserver une totale confidentialité sur cette donnée-là. Ça me semble humainement
compliqué. Alors, comme les maires, par ailleurs, apparemment, j'ai le président de l'association des maires qui a fait une interview dans le JDD a expliqué qu'il y avait de plus en plus de démissions de maires qui s'accumulaient. Est-ce que si, dans le cadre de la mission d'information, vous faites des préconisations et que vous assortissiez cette transmission à un maire d'une sanction pénale s'il violait cette obligation de confidentialité, mais c'est une sanction pénale suffisamment dissuasive, est-ce que ça va favoriser les vocations pour que nous ayons plus de maires avec une obligation nouvelle qui pèserait sur eux? Moi, je crois que c'est une très mauvaise idée et que cette idée, elle a été... Uniquement du fait de problèmes de confidentialité ou pour d'autres raisons encore? D'abord, encore une fois, je ne vais pas monopoliser la parole. Hein. D'abord pour une raison essentiellement de confidentialité. Et puis ensuite, je ne crois pas que ça soit le travail d'un maire de faire ce type de contrôle. Alors on a tendance à vouloir privatiser la sécurité, on a tendance à déléguer aux collectivités territoriales au travers de la police municipale des fonctions qui ne sont pas celles de la police municipale, et je pense que nous irions, compte tenu de la tradition de notre pays, vers une, comment dire les choses sereinement, vers une politisation des opérations de police. Parce qu'on sait bien que dans les élections, dans une commune, la police municipale et l'emploi de celle-ci devient au moment des élections un enjeu électoral. Qu'est-ce que la police municipale a fait correctement dans ce territoire? Est-ce qu'on a bien travaillé? Est-ce que le maire a bien fait travailler ses policiers municipaux? Est-ce que ces policiers municipaux et le maire qui seraient en possession de fiches, d'éléments d'information relatifs à des gens qui seraient radicalisés, s'il y a le moindre pépin, je vais être trivial, que vont-ils faire par rapport à leurs électeurs et électrices? Je trouve que c'est leur faire peser sur eux, indépendamment du problème de la confidentialité ou sur elles, une responsabilité qui ne peut pas être la leur et qui relève des pouvoirs régaliens de l'État. Je pense que c'est une mauvaise idée, mais c'est une opinion personnelle. Merci. Est-ce que vous avez un regard particulier sur la capacité, non pas nécessairement d'interconnexion, mais de pénétration par les services de sécurité de fichiers qui sont des fichiers purement et simplement administratifs? Je peux en citer quelques-uns. On a le FICOBA en matière bancaire, on a le fichier patrimonial, on a certains fichiers fiscaux et ainsi de suite. Que pensez-vous de cette question? C'est-à-dire, les services de police régulièrement demandent à être en capacité d'accéder à des fichiers qui ne sont pas uniquement des fichiers de police. Ça paraît assez naturel, chacun est dans son rôle. Quelle est votre vision à vous? Quelques réflexions personnelles sur ce sujet. Moi, je ne suis pas pénaliste. Je suis, par contre, praticien du droit des données personnelles depuis de nombreuses années. Et lorsque je me suis plongé un peu dans les textes qui régissent ces matières, et puis les rapports d'activité, notamment de la CNIL, les rapports de l'Assemblée nationale, j'ai été frappé du fait qu'il semble, on a un peu perdu de vue pourquoi les fichiers étaient constitués. Qu'il était intrinsèquement un fichier, une fois qu'il est constitué, c'est comme s'il était intrinsèquement utile aux forces de police. Pour reprendre encore l'exemple, vous êtes dans le TAJ, vous faites l'objet, il y a un classement 108, vous êtes quand même dans le TAJ, on garde cette information. Quelle est intrinsèquement l'utilité de garder cette information? Et toutes les questions liées à... Pardonnez-moi, maître, mais j'ai cru que vous indiquiez aussi, ce qui n'est pas forcément une erreur d'ailleurs, qu'on peut se poser la question de la finalité du fichier lui-même, oui, pas sûr. Seulement des données contenues dans le fichier, son adéquation entre objectif et finalité. Et je pense que les problématiques d'interconnexion et d'accès à d'autres fichiers ne font que renforcer l'interrogation de base, qui est pourquoi demander cette interconnexion? À partir du moment où des fichiers sont interconnectés, moi, ce que j'ai pu constater, en tout cas dans des environnements privés, de droit privé, c'est que
durée de conservation du plus long l'emporte sur l'autre. Une fois que les fichiers sont interconnectés, ça devient très difficile d'un point de vue même informatique, hein, d'un point de vue technique. C'est des questions techniquement et informatiquement complexes de démêler les fichiers. Donc, toute demande d'interconnexion conduit nécessairement à faire que les données du fichier qui étaient conservées pour la durée la plus courte risquent d'être conservées pour la durée du fichier le plus long avec lequel il est interconnecté. Et cette question de la durée de conservation des fichiers est aussi importante que la question de la finalité du fichier pour lequel elles sont constituées. Donc, sans vouloir porter un jugement sur l'intérêt des forces de police sur ces demandes d'interconnexion pour lesquelles je ne suis pas réellement qualifié, ce que je constate, c'est qu'il faut nécessairement à chaque fois se poser la question des conséquences très concrètes de cette interconnexion sur ses modalités, sur la manière dont on déferait l'éventuelle interconnexion, et puis bien sûr sur la finalité de cette interconnexion. Elle peut avoir un intérêt à un instant T de l'état de la société, de l'état des menaces, de l'état des investigations, et perdre cet intérêt au bout de quelques années. Pourtant, une fois que l'interconnexion sera faite, on peut être sûr qu'elle restera quasiment pour toujours. Je pense qu'il faut aussi distinguer le cadre de l'enquête par les services de sécurité. On peut distinguer une enquête judiciaire d'une enquête de police administrative, puisque là se pose la question véritablement de façon aiguë, puisque cette enquête est faite sur une personne à propos de laquelle, a priori, aucune infraction n'est relevée. D'où l'importance d'encadrer, de vérifier et d'assurer, j'insiste, permettez-moi, un accès, un contrôle, une visibilité, une apparence parfaite de traçabilité de ces modalités de contrôle. Il faut distinguer également de quel fichier il s'agit pour l'interconnexion, puisqu'une interconnexion de fichiers qui ont le même objet, empreinte génétique, empreinte digitale, identité, bon, mais une interconnexion de fichiers ayant des objets différents, et c'est pour cela que je reviens sur mon propos de tout à l'heure, à savoir un accès aux services de sécurité ne peut être systématique et sans encadrement. Il serait inconcevable que des services, quels qu'ils soient, aient accès à des fichiers pour lesquels une personne a donné son autorisation pour figurer dans ces bases de données. Je pense par exemple au système de fichage, au fichier de la sécurité sociale, et que ce fichier soit utilisé avec des données sensibles pour la personne, on parle de fondamentaux de la vie privée, par des services de sécurité sans contrôle en amont. Je ne dis pas, je ne fais pas preuve d'angélisme en disant qu'il ne faut pas procéder à ce type d'interconnexion dans certains cas, bien visé en fonction de l'instruction et supervisé par une autorité compétente, disposant des moyens d'effectuer un contrôle permanent, récurrent et transparent dans une certaine mesure. Si je résume, j'essaie de vérifier votre pensée, c'est pas d'opposition de principe nécessairement, mais en tout cas, si interconnexion il faut qu'elle soit parfaitement justifiée, motivée, contrôlée, encadrée, quoi. Spontanément et viscéralement, Monsieur le Président, oui, j'aurais envie de vous dire opposition de principe. Mais il nous faut être constructif dans le contexte qui est le nôtre et que je visais tout à l'heure. Donc, opposition avec des amoindrissements à cette opposition. D'accord. Avec un encadrement strict. Tout à fait.